Deuxième partie de notre vidéo projection sur la saison 2024 à 2025. Après avoir concocté notre mercato et notre effectif souhaité, le moment est venu de voir un petit peu comment nous, personnellement, nous voudrions mettre tout ça un petit peu en place sur le rectangle vert. Rota, de ton côté d'abord, je rappelle rapidement, toi tu comptes sur les arrivées de Miguel, de Davis, de Rafa Marin, d'Hendrick, Mbappé et en petit bonus, la petite fantaisie, tu as mis Florian Wirtz, c'est ça? C'est ça, ouais, la petite cerise sur le gâteau. Je pense que un milieu supplémentaire ne serait pas trop. Je vois mal comment l'opération pourrait se faire cet été. Mais voilà, si on peut rajouter un petit peu de piment, ce serait le type de profil que j'aimerais voir au Real. Mm. De mon côté, moi je mise sur les arrivées de Miguel, Davis, Lenny Yoro, Hendrick et Kylian Mbappé. J'ai pas fait de fantaisie pour le coup. Et on a aussi quelques départs, mais je vous invite pour le coup à aller voir notre vidéo qui a été faite sur le sujet si vous voulez davantage d'explications. Bon, passons aux choses sérieuses. Le 11 type du Real Madrid pour la saison prochaine, du moins celui qu'on juge comme étant le meilleur pour démarrer la saison. Parce qu'après, évidemment, on sait, rien ne sera figé. Il y a les blessures, il y a le turnover, il y a les états de forme des uns et des autres, tout ça. D'abord, Rota, je vais te proposer un système et un 11 qu'aucun de nous deux n'a choisi. Mais d'abord, qui je crois sera une alternative qui va être utilisée par Carlo Ancelotti. Je crois aussi que c'est un schéma qui va revenir dans les commentaires, en tout cas auprès de la communauté des fans du Real Madrid. C'est le retour du 4-3-3 avec une attaque Rodrigo, Vinicius et Mbappé. Ouais, alors moi je suis un petit peu contraire à ta pensée. Je suis pas certain qu'Ancelotti l'utilisera énormément. Je pense qu'il aime bien faire fonctionner un système et le développer sur une voire plusieurs saisons. Mais effectivement, selon les forces en présence, moi je suis de ton avis. J'espère que ce sera une alternative. De toute façon, je l'ai déjà dit par le passé, le Real Madrid et n'importe quel club doit avoir plusieurs alternatives, doit pouvoir adapter son jeu à l'adversaire ou s'adapter. Donc dans tous les cas, je pense que c'est absolument indispensable de pouvoir profiter de plusieurs systèmes et puis de voir évoluer des joueurs dans différents systèmes. Ça leur permet aussi d'être plus performants et d'acquérir forcément des choses un peu plus intéressantes dans un système comme dans un autre. Mais c'est vrai que ce 4-3-3, c'est pas celui que j'ai choisi, tout simplement parce que j'estime qu'on a des milieux de très très haut niveau et que j'estime que ça sera très très compliqué de se séparer par exemple de deux titulaires pratiquement indiscutables. Donc voilà, c'est plutôt par rapport aux forces en présence, même si de toute façon le 4-3-3 aurait de quoi faire parler aussi parce qu'il y a des forces en présence pour le jouer. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas opté pour ce système-là qui pourtant me plaît un petit peu plus de par son côté offensif. Mm. Et là où je suis d'accord, hein, bien sûr, c'est que quand je parle d'alternative, c'est vraiment pour moi le schéma qui va être secondaire. Je pense que ce sera utilisé par Carlo. Maintenant, je pense que son schéma numéro un, ce ne sera pas celui-ci. On en reparlera un petit peu après. Mais je suis d'accord en tout cas. Pour moi, ce ne sera pas le numéro un, le schéma numéro un de Carlo. Pour moi, ça repose sur deux points assez simples. Premièrement, c'est l'équilibre de l'équipe. Et deuxièmement aussi, Rodrigo. Parce que c'est-à-dire que forcément, tu ajoutes un attaquant pour un milieu de terrain. Et même si je pense que Mbappé fera plus d'efforts que ce qu'il fait actuellement avec le Paris Saint-Germain, c'est un joueur qui fera un peu moins d'efforts défensifs que les offensifs qu'on a actuellement. Euh, Même si bien sûr on lui pardonnera plus ou moins s'il marque 50 buts par saison. Il y a aussi le fait que tu perds du coup un milieu de terrain au profit d'un attaquant. Et il ne faut pas oublier aussi un autre fait concernant l'équilibre toujours, c'est qu'on potentiellement, en tout cas nous dans nos 2-11, même dans la projection plutôt de ce qui se fait avec l'arrivée de Davis qui se profile, c'est qu'on perd Ferland Mendy. Moi-même, j'ai dit que Ferland, c'était un joueur qui était remplaçable, mais attention quand même, parce que sur le plan défensif, la différence avec et sans Ferland, sans le français, on l'a vu quand même ces dernières années, pardon, ne manquons pas de respect aussi aux Français par rapport à ça. Donc par rapport à l'équilibre, je trouve quand même que c'est fondamental de pas partir sur du 4-3-3. En tout cas en schéma de Comme base. tu l'as Comme tu l'as dit, c'est un point qui est très important parce que Ferland Mendy, c'est la raison pour laquelle je le défendais. Il apporte un équilibre défensif qui est absolument incroyable. On s'en rend pas compte. Mais je le dis toujours, le jeu sans ballon est aussi important que le jeu avec ballon et ça, personne ne peut le dire.
qui a joué au foot le sait. Casemiro, par exemple, à son époque, comblait énormément les montées de Marcelo. Quand on a récupéré Ferland Mendy, on a quand même récupéré aussi une assise défensive beaucoup plus solide. Si on a Davies qui aura un profil à la Marcelo, c'est pas tout à fait le même type de joueur, mais c'est quelqu'un qui se projette beaucoup plus que Ferland Mendy et plus comme Marcelo du coup, et qui défensivement est peut-être un poil, enfin c'est même certain, est un poil moins bon que Ferland Mendy. Forcément, il va falloir des milieux de terrain pour combler cet espace libre qui sera dû aux montées. Tout en sachant que de l'autre côté, on a Carvajal, qui même s'il fait les efforts et il est très très bien accompagné, est un joueur qui est très offensif également. Donc attention, c'est sûr qu'une équipe, les grands coachs le disent, hein, que ce soit Guardiola, Ancelotti, Didier Deschamps ou d'autres, une grande équipe, c'est une équipe qui sait être équilibrée. Et c'est pas forcément les 11 meilleurs joueurs, mais c'est les 11 joueurs qui se complètent le plus. On le dit bien souvent. Et c'est vrai que c'est quand même une note importante à prendre. Et puis le deuxième point que j'avais, c'est par rapport à Rodrigo. On va pas se mentir sur la saison qu'il est en train de faire. Il n'a pas démontré un niveau qui justifierait qu'on adapterait un système pour le faire entrer absolument dans le 11 de départ en fait. Bah c'est ça, sa saison est plus que mitigée. Et puis dans tous les cas, on a Kylian Mbappé s'il vient. C'est ce que nous, en tous les cas, on semble dire. On en est pratiquement sûr dans nos esprits. Kylian Mbappé, ça va être la tête d'affiche de ce Real Madrid. En tous les cas, l'une de ses têtes d'affiche. Il doit jouer. Et de toute façon, c'est quelqu'un qui met entre 40 et 50 buts par saison. Je ne sais pas si on se rend compte, mais depuis Cristiano Ronaldo, on n'a pas eu ça. Et c'est absolument incroyable de se dire qu'on pourra potentiellement compter sur ce type de joueur. Donc évidemment que Kylian Mbappé sera devant Rodrigo, et qu'en ce sens, que ce soit dans un 4-4-2 ou un 4-3-3, il aura toujours, dans tous les cas, les faveurs de l'entraîneur. Ça semble absolument impossible de voir le contraire. Mbappé sera devant Rodrigo pour Carlo Ancelotti. Puis je pense que comme tu l'as dit aussi par rapport à la densité du milieu de terrain qu'on a, je pense aussi que Carlo préférera mettre un milieu de terrain plutôt que Rodrigo. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus compliqué de retirer un milieu de terrain que de retirer Rodrigo, même si évidemment en l'état on a plutôt besoin encore du Brésilien, puisqu'on n'a pas forcément ce joueur comme Mbappé devant qui fera l'unanimité. Dites-nous vous ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires de ce 4-3-3. On pense quand même qu'il sera utilisé, attention, mais pas en schéma principal. D'ailleurs, on va faire la transition avec toi, ce que tu proposes toi, Rota, c'est-à-dire un genre de 4-2-2-2. Ouais, c'est ça. Retour du double pivoté. Alors, pour être très honnête, j'y crois pas trop avec Ancelotti, mais c'est le système que je préconiserais moi personnellement. Très très compliqué de faire un choix au milieu de terrain. On l'a dit, c'est très difficile de retirer un joueur au milieu de terrain. J'ai fait le choix donc de mettre Courtois dans les buts, Carvajal à droite, Rudiger, Militao en défense centrale, Davies s'il venait à s'ajouter avec un départ de Ferland Mendy. Donc Davies aurait mes faveurs sur le couloir gauche. Double pivoté, donc double pivot pour les moins hispaniques, avec Camavinga et Kroos que je choisis. Et avec deux milieux qui sont excentrés, mais qui ne sont pas des ailiers. Attention, c'est deux milieux qui sont en soutien des deux attaquants, mais qui ont la possibilité de prendre les couloirs, notamment en phase de possession, que seraient Bellingham et Valverde, et devant Vinicius, accompagné de Kylian Mbappé. Mon point d'interrogation par rapport à ce système, c'est le double pivot. Valverde et Kroos ensemble dans un double pivot, ça a fait ses preuves sur la fin d'année 2023. À voir avec Kroos. Parce que Kroos, on est assez d'accord sur le fait que s'il maintient ce niveau-là, il n'y a personne qui va le bouger du 11. Mais à voir du coup avec qui tu l'associes. Est-ce que c'est Camavinga ou Tchouaméni et comment ça va fonctionner? Parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'on n'a pas tellement matière à juger sur ces potentiels duos. Donc c'est un peu le point d'interrogation que j'ai moi par rapport à ton 11. Encore une fois, moi je pense absolument pas que Carlo Ancelotti mettra en place ce système. C'est ma volonté, c'est ce que j'aimerais voir, sachant que je pense qu'on peut rapidement aussi faire la transition avec un Camavinga, Tchouaméni. C'est deux joueurs qui sont très bons en 6, mais qui sont aussi très bons en 8. C'est des joueurs qui savent récupérer, mais qui savent se projeter. Et je me dis que de faire la transition dans ces postes-là, parce que Kroos ne fera pas 90 minutes l'an prochain s'il est encore au Real, se dire qu'on peut avoir du Tchouaméni de temps en temps, du Camavinga dans d'autres temps, et puis d'avoir les deux sur la pelouse, c'est aussi la bonne transition pour préparer l'après-Kroos, parce qu'il y aura un après-Kroos comme il y aura un après-Modric, et je trouve que ça peut être intéressant. Ce 11 aussi, il est choisi parce que je suis quelqu'un qui aime le foot de possession et le football offensif,
Et là, clairement, on est sur un foot offensif parce qu'on n'a que 2 joueurs, entre guillemets, au milieu de terrain. Et on n'a pas énormément de densité. C'est pas un schéma qui va s'adapter à énormément de rencontres. Tu joues City ou tu joues le Barça, tu peux absolument pas jouer dans ce système-là parce que tu n'auras pas la possession. Mais la majeure partie du temps où tu joues des équipes de Liga que tu dois exploser, pour moi, c'est un système qui est assez viable. Mm. Ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi pour, comme tu dis, la transition. Tester un peu plus souvent Kamavinga et Tchouaméni ensemble. Jusqu'à présent, on les a peu vus ensemble et ça n'avait pas non plus fonctionné, mais c'était quand même. On l'a vu assez rarement, donc ça mérite d'être vu davantage. Puis dans ton schéma, pour le coup, alors pas milieu droit, mais on va dire offensif droit, à la place de Fede Valverde, effectivement, on pourrait avoir aussi du Brahim Diaz, du Arda Güler qui pourrait s'insérer dans ce schéma-là, donc c'est vrai que ça pourrait offrir des opportunités. Puis dans ce cas-là, tu fais reculer aussi Ouais, potentiellement Valverde dans le double pivot, enfin, il y a des c'est options. ça. Enfin, en fait, là où il est intéressant, c'est qu'il est modulable, comme tu l'as dit. On peut très bien remplacer Fede Valverde par un Brahim Diaz, par un Arda Güler. Mais en plus de ça, c'est un schéma en 4-2-2-2 qui peut facilement se mettre en 4-4-2 losange comme on a cette année. C'est-à-dire que le milieu est très modulable. Et en fait, c'est plus l'animation qui va compter que les forces qui sont en présence et se dire on est en 4-2-2-2 ou en 4-4-2 losange ou tu vois, dans n'importe quel système de 4-4-2. Donc, enfin, n'importe quelle forme du système en 4-4-2. Donc, c'est pour ça que je le trouve intéressant. Encore une fois, par contre, pour moi, il est assez risqué, il est très offensif. Et je ne pense pas qu'Ancelotti le mettra en place. Mais moi, c'est ce que j'aimerais voir en tous les cas. J'aimerais que ce soit un système au moins dans la rotation. Et c'est celui qui me plaît le plus. Après, honnêtement, choisir entre Kamavinga, Kroos et Tchouaméni, c'était très, très compliqué. C'est pour ça que dans ce système-là, j'imposerais un énorme turnover entre les trois. Ouais, évidemment, il y a le système et l'animation. Je précise parce que je vois déjà des gens dans les commentaires dire ah, mais ce Rota il comprend rien au foot, il nous met Bellingham milieu gauche. Évidemment, je C'est pense plutôt de l'animation, ouais. Bellingham évidemment qu'il aura encore de la liberté dans ce schéma. C'est plus Valverde qui occupera finalement un peu le couloir droit qui est assez délaissé par le Real cette saison. Mais après Bellingham liberté, puis après bah beaucoup de liberté de façon de manière générale puisque devant Mbappé et Vinicius ça bouge aussi beaucoup devant. Alors pour ma part, moi je reste assez conservateur. Je crois d'ailleurs que c'est ce que Carlo va faire pour le coup. C'est-à-dire que moi le système de Carlo cette saison, bah, il m'a convaincu. Alors que j'étais sceptique en début de saison très clairement. Mais il m'a convaincu sur sa viabilité et même plutôt sur l'animation offensive. On a des chiffres qui sont quand même historiquement bons défensivement, alors qu'on a eu quand même pas mal de problèmes sur le plan défensif. Je ne vais pas y revenir dessus, mais en plus on a même des individualités qui n'étaient pas forcément au top. Je pense à Nacho malheureusement. Surtout en début de saison en plus. Voilà, donc on n'était vraiment pas, on n'avait pas les meilleurs défenseurs ni même notre meilleur gardien à disposition. Et malgré ça, on fait preuve d'une énorme saison sur le plan défensif. Pour moi, c'est quand même en grande partie à l'équilibre trouvé par Carlo Ancelotti. On l'a quand même pas mal un peu critiqué Carlo dernièrement, notamment sur ses coachings en cours de match, mais ça c'est une belle trouvaille de sa part et on l'a quand même dit souvent, donc je le rappelle une fois de plus. Alors la double confrontation évidemment face à Manchester City remettra peut-être en doute ce schéma, mais personnellement je ne vois pas de raison de révolutionner ce système. On défend bien, on est dominant au milieu de terrain, on n'a pas de souci non plus pour marquer des buts cette saison. J'ajouterai aussi pour finir par rapport au profil qui arrive, c'est-à-dire normalement Kylian Mbappé et Davis. En tout cas, ce sont les deux qu'on considère comme quasiment actés déjà. Bah, je trouve que ça s'emboîtera bien avec ce schéma aussi. Le Canadien va booster un peu l'activité du côté gauche du Real Madrid. Puis Mbappé va s'assurer à 100%. Je parie tout ce que vous voulez. Il va mettre plus de buts que Rodrigo cette saison. Avec autant de temps de jeu, même sans doute un peu plus, parce qu'il va sans doute un peu moins sortir que Rodrigo. Donc pour moi, on est gagnant sur tous les plans. Le seul truc, c'est qu'effectivement, ça va attaquer un peu plus, ça va défendre un petit peu moins par rapport à ces deux joueurs. Davis a un rendement défensif moins bon que Ferland Mendy. Mbappé fera moins d'efforts que Rodrigo, même si je pense qu'il en fera un petit peu plus. D'où l'importance aussi de garder une ossature défensive forte au milieu de terrain aussi. Et c'est ce qu'on a déjà actuellement. Donc pour moi, il n'y a pas de raison de changer de schéma.
Non, c'est comme je l'ai dit, hein, moi, c'est un système que je voudrais mettre en place. Mais évidemment, je pense que ton système est le plus adapté et sera celui choisi par Ancelotti. D'une part, comme tu l'as dit, parce que bah, c'est un système qui a fait ses preuves et qui est pour le moment très opérationnel et très efficace. Ça, c'est déjà une chose. Et parce qu'avec les forces en présence aussi, ça a du sens. Ça a du sens. Ça retire un milieu de terrain. Toi, tu choisis plutôt Tchouaméni que Kamavinga. Mais dans tous les cas, on aura de la rotation, la même rotation, le même type de rotation qu'on a déjà cette saison, avec par contre, comme tu l'as dit également, des forces en présence, notamment offensivement, qui seront, je pense, encore plus efficaces. Donc vu qu'on a trouvé un équilibre défensif et qu'on a besoin d'être offensivement encore plus clutch, encore plus réaliste, je pense qu'on a la possibilité d'avoir un Davis qui va apporter ça, et puis un Mbappé, on le sait, qui marquera évidemment 2 voire 3 fois plus que Rodrigo cette saison. Bien sûr. En tout cas, je trouve que c'est le plus viable, en tout cas, sur la saison et notamment pour les gros affrontements. Mais après, évidemment, encore une fois, je le redis, le 4-3-3, je pense que ce sera utilisé. Je pense que ce sera même à utiliser sur certains matchs, notamment quand tu intègres Rossellou dans leur rotation sur certains matchs. Pardon. En plus, ça pourrait te permettre potentiellement parfois de faire reculer un petit peu Bellingham un petit peu plus bas sur le terrain, dans l'entrejeu. Enfin, vraiment, Carlo Ancelotti va avoir beaucoup de matière et de quoi s'amuser la saison prochaine. J'espère. Alors, je pense que ton schéma, pour le coup, on le verra pas. Euh, mais entre le Moi non plus. 4-3-3 et son schéma actuel, honnêtement, il a de quoi s'amuser, hein. Oui, c'est sûr, et je pense surtout qu'il aura de quoi s'amuser avec les hommes. J'espère en tous les cas qu'il sera, comment dire, un peu moins buté que ce qu'il est actuellement, parce qu'on sait qu'il va donner sa confiance à 14-15 joueurs, et puis le reste, ça jouera vraiment que des miettes. Et là, je me dis qu'offensivement, si tu te retrouves avec Rossellou, Hendrick, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Arda Güler, Brahim, ça te fait 7 joueurs, c'est énorme. Et j'ai peur que certains n'aient vraiment pratiquement aucun temps de jeu. Donc, à voir aussi comment tout ça va se goupiller. Est-ce qu'il n'y aura pas plus de départs que ce qu'on a prévu, ou est-ce que tout simplement, bah, il y aura des joueurs qui auront très très peu de temps de jeu. Peut-être qu'un Rosselló ne jouera que quand il y aura un 4-3-3 pour décanter des matchs sur des centres. C'est possible aussi, c'est pas inenvisageable, parce que je pense qu'il aura quand même beaucoup moins de temps de jeu s'il reste que cette saison, c'est certain. Donc voilà, mais en tous les cas, encore une fois, c'est des problèmes de riches dont devra faire face Carlo Ancelotti, et on peut que s'en réjouir si ça se passe comme ça et que cet effectif reste celui plus ou moins l'un de ceux qu'on a prédit. Bah, ça sera quand même très très bon pour le Real. Mm. Bah, honnêtement, même s'il y a, imaginons, un départ entre guillemets inattendu par poste, je sais pas, tu perds malheureusement un Brahim Diaz, qui serait une perte importante, hein, même si tu perds aussi au milieu de terrain potentiellement un Luka Modric, ce qui est quand même assez possible. Tu trouves pas qu'on va avoir quand même, quoi qu'il arrive, notre meilleur effectif depuis la saison 2016-2017 avec Zidane, hein, quand il y avait du Kovacic, du Morata sur le banc de touche? Ah bah clairement, clairement. Cette saison-là, c'était, comme tu l'as dit, c'était n'importe quoi. On avait un banc de malade mental. On avait vraiment un banc de fou. T'avais du Kovacic, t'avais du Morata, t'avais du Asensio, t'avais du Isco qui tournait aussi quand même pas mal, hein. Il était assez souvent sur le banc. Enfin voilà, aujourd'hui, ces joueurs seraient presque partie intégrante du Real. Pas tous, mais dans tous les cas, auraient un rôle très important. Donc évidemment qu'on aurait un très très gros effectif. Moi, j'ai un peu plus peur sur Rossellou. Plus le temps passe, plus je me dis que même si son profil est différent, c'est un joueur qui est simplement prêté. Je me dis que peut-être que le Real ne donnera pas suite, je sais pas, parce que je me dis que ça fait, comme je l'ai dit, ça fait 7 joueurs offensifs. Je trouve ça énorme. Déjà 6, ça serait énorme. Donc le septième, peut-être que c'est celui qui a le plus de chances de ne pas être renouvelé. Apparemment, selon ses dires en sélection, il aurait pas reçu d'offre. En tout cas, il aurait pas de données sur sa continuité. On est déjà fin mars, donc Mm. attention. Peut-être que ça peut sentir le roussi, mais dans tous les cas, peu importe qui reste ou qui reste pas, comme tu l'as dit, si on retire un joueur par ligne, même si on en retirait deux, je crois, l'effectif il est fou, et ça sera un casse-tête pour Ancelotti, mais un bon casse-tête en tous les cas pour nous supporters, parce que normalement on devrait se régaler. J'espère que ça fera pas comme les Galactiques, mais en tous les cas sur le terrain on devrait se régaler. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir ça en tout cas. Je dis, espérons que ça fera pas comme les Galactiques. Pour le coup, les cartes sont plutôt entre les mains de Carlo, parce que là, au milieu de terrain, il a de la matière défensivement. C'est quand même autre chose que l'époque Galactique. Là, on a quand même vraiment de très très bons défenseurs sur chaque poste. On a aussi le gardien
Enfin, Courtois, on va bien voir comment. Enfin, après, à l'époque, on avait aussi un très bon gardien, mais bref. À voir comment Carlo manie un peu tout ça. Je disais l'autre jour que Florentino Pérez imposerait peut-être son 4-3-3 avec les trois devant. Je Non, pense ça, j'y pas. crois pas trop. J'y crois pas trop. Florentino Pérez, si il a des défauts, hein, comme tous les présidents, mais je pense pas qu'il intervienne énormément dans le sportif. Je pense que c'est plus La le cas en tout seule, cas. Avant, comment? je pense que c'est plus le cas en tout cas. Je Moi, moi, pense. je pense, moi, je pense il y a eu des contrats, il y a eu des clauses dans les contrats, notamment Bale. On le sait quand il jouait alors qu'il en avait plus rien à foutre du foot. Je pense que c'était dans les contrats où il devait jouer un minimum de matchs. Et ça, je pense que ça existe dans le foot de haut niveau. J'en suis pratiquement persuadé. Maintenant qu'il impose son système, Non. j'ai un peu plus de doutes. Très honnêtement, ça me semblerait quand même assez bizarre. Et je suis pas certain que Carlo Ancelotti resterait si c'était le cas. Il a eu une offre du Brésil. Tu le vois se faire chier à accepter qu'on l'impose de jouer dans un système. Il n'a pas 20 ans, quoi. Donc, non, j'y crois pas trop. Non, puis il est légitime totalement auprès de la En direction plus, du Real pour faire ce qu'il veut. Donc je pense qu'il n'y aura aucun souci. De toute façon, pour qu'il sorte déjà ce système-là cette saison, c'est qu'il a vraiment pour c'est le clair. coup les mains libres. Bref, balancez-nous, vous aussi, votre 11 idéal pour la saison prochaine dans les commentaires en fonction des arrivées et les départs que vous imaginez. Sur ce, passez une bonne semaine, prenez soin de vous comme toujours et puis on se retrouve très vite sur Real France. Allez, ciao. Ciao.